Sans plus tarder, on va pouvoir passer donc à la deuxième conférence avec donc Zina qui va nous rejoindre, qui est sexologue et sage-femme. Zina est une experte reconnue dans l'accompagnement des traumas intimes et familiaux. Elle se spécialise donc dans la réconciliation avec soi-même et l'apaisement des blessures qui affectent l'intimité et la relation à l'autre. Son approche profondément humaine et ancrée dans la réalité culturelle apporte des clés concrètes pour dépasser les schémas toxiques. Merci de nous rejoindre, s'il te plaît, Zina. Barakallahu fiki. Salam alaikum. C'est toujours délicat de faire des blagues après un tel extrait. Mais celles et ceux qui me connaissent savent que j'aime l'humour dans mon travail. Ça me permet de mettre de la distance avec la dureté, difficulté de ce que je reçois au quotidien. On me présente souvent comme sage-femme et sexologue. Alors je peux pas dire que ça a toujours été le métier de mes rêves. Quand j'étais petite, je disais pas à mes parents « j'aimerais trop être sexologue plus tard ». C'était pas forcément le bienvenu. J'avais pas intérêt à connaître ces termes, ce domaine, parce que, comme on dit, les Marocains, vous allez dire hchouma, et les autres, on se comprend. Comme je dis, ce métier est venu à moi. J'ai adoré le corps, la science, et je me suis dirigée vers des études de sage-femme. Et très vite, j'ai été sollicitée pour répondre à des questions en lien avec le corps, avec le mariage, avec le couple, avec les difficultés. Et je me rends compte à quel point les femmes n'étaient pas préparées à cette vie de couple, à cette vie intime. Et dans mon cerveau, ça faisait tilt, je me disais, comment toute notre vie, on nous dit haram, haram, aïb, chouma, l'ar, attention, je te vois avec quelqu'un, comme elle disait dans l'extrait, si je te chope, tu vas voir, que des menaces. Et le jour où on passe la bague au doigt, Allah yakamil bil khir. À ce moment-là, dans le cerveau, il doit se passer un switch off-on, et tu dois gérer, kiffer, te détendre, savourer, mais pas trop, parce qu'il pourrait se poser des questions. Où as-tu appris ? Et donc, on est dans une schizophrénie, ou que sais-je, où on a envie, mais on se dit qu'on n'a pas le droit, parce qu'on est des femmes bien. Et les femmes bien, elles n'aiment pas ça. Et le ça, c'est surtout pour les hommes, n'est-ce pas ? Au cabinet, quand je reçois... Je vais avancer un peu ici. Au cabinet, quand je reçois mes patients, je leur demande souvent pourquoi ils sont venus chez moi. Pourquoi ne pas avoir été chez une autre consoeur ou un autre confrère ? Et ils me disent non, chez vous c'est important parce que vous allez nous comprendre. Et il faut savoir qu'avant de venir chez vous, on a déjà été ailleurs. Et j'aime bien savoir chez qui ils ont été, ce qu'on leur a conseillé. Et parfois, quand ils ont été consultés des personnes qui ont une éthique différente, sans aucun jugement, il s'agit juste de trouver des personnes avec qui on partage des principes et des valeurs communes et un cadre référentiel auquel on tient. Parfois, on leur a proposé, pour régler un problème de désir, d'aller voir ailleurs, pour voir finalement si le souci n'était pas interne au couple, mais que la personne elle-même pouvait s'amuser avec une ou un inconnu. Aujourd'hui, c'est tellement accessible, il suffit de se connecter et les corps sont prêts à être consommés. Très souvent, on me dit aussi, vous savez, Madame Hamzaoui, en islam, on a des droits à nous les hommes. Et elle me donne pas mon haq. Et là, je sens à quel point il y a de la bienveillance, à quel point il y a une connexion intime entre ces deux êtres assis sur mon fauteuil. Et comme vous l'avez vu dans le questionnaire, je demande quelles sont vos références religieuses en matière de vie intime. Et les gens me partagent des questions de droit et de devoir, le fameux haq que l'on réclame à tout va, alors que toute la journée, ils se sont à peine vus, à peine croisés, à peine considérés, mais le soir venu, on doit gérer. Ce qui ressort souvent, c'est des versets ou des hadiths mal interprétés, mal compris, sortis de leur contexte, alors qu'on sait à quel point en islam, la vie intime a toute sa place et à quel point l'islam regorge de conseils sexologiques. Je vous ai mis ici 2 versets et un hadith qui sont souvent donnés pour justifier des réclamations. Okay. Alors que quand on
on lit la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'on parcourt les partages au sein du Coran en lien avec le couple, la vie intime, on découvre que l'intimité, on la considère dans sa globalité, qu'il ne s'agit pas de consommation des corps, mais de rencontre d'âme. Et rien que cette phrase, le fait de se dire on peut être des croyants spirituellement et intimement épanouis, elle n'est pas encore bien acquise. Et c'est tout l'envers, tout le projet de mon travail au quotidien. Le désir et le plaisir, ils sont abordés, développés, et on rappelle que la sexualité active se fait dans le cadre du mariage, parce que parfois quand je parle du désir, on me dit oui, mais tu parles du désir chez les adolescents, donc est-ce que tu es pour un passage à l'action ? Et comme on l'a vu dans l'extrait précédemment, les adultes sexualisent énormément les comportements d'enfants et d'adolescents, alors que pour beaucoup, ils posent des questions. J'ai du désir, est-ce que c'est normal ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'ai le droit de ressentir tout ça ? Et on va voir dans différentes histoires que je vais vous partager qu'il y a peu d'espace pour parler clairement d'intimité. En islam, on considère même que le plaisir sexuel est une récompense pour l'homme et pour la femme, et qu'il fait partie d'une des jouissances que l'on retrouvera, Inch'Allah, au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même parlé des langages de l'amour, bien avant Gary Chapman, du monde occidental du XXe siècle. Et c'est un très bel exemple ici. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne tombe pas sur sa femme comme le font les animaux, qu'il y ait entre eux un messager. On demanda qu'est-ce que le messager, ô messager de Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre le baiser et la parole. Toute l'intimité ne se résume pas dans un lit ou ailleurs, comme vous semble. Il ne s'agit pas exclusivement de génitalité, mais plutôt de rencontre, de proximité, de partage et de considération. Dans l'extrait précédent, vous avez très certainement compris qu'il s'agissait d'inceste. Et cela concerne aussi la communauté arabo-musulmane, arabo-turco, toute l'Afrique réunie, Maghreb United et Afrique subsaharienne. On est toutes et tous concernés. Et quand j'entends parfois que non, alhamdoulilah, chez nous ça va pas. Comme chez tout le monde. Malheureusement, ces problématiques n'ont pas de frontières, n'ont pas de niveau socio-économique, n'ont pas de niveau d'études. Et tout le monde peut y être confronté. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'inceste. Et c'est intéressant comment certaines personnes peuvent utiliser la religion pour répondre à leurs propres besoins, mais ne connaissent qu'une partie de celle-ci. Car il faut stir. Il faut se taire. On doit couvrir les péchés, n'est-ce pas ? Le musulman n'est pas celui qui vient parler haut et fort. Il ne faudrait pas déranger le fonctionnement de familles dysfonctionnelles depuis plusieurs générations, car le lien familial est sacré. Sacré à quel prix ? Quand on sait aujourd'hui que les traumas liés à l'intimité se transmettent, comme l'a dit précédemment Hafsa, jusque dans notre sang. Il est temps, sincèrement, de nous réapproprier nos textes pour comprendre que l'intimité est un droit pour tous et toutes. Quand les gens consultent, ils viennent avec le symptôme, donc c'est ce que j'appelle la partie visible de l'iceberg, et très vite, l'idée c'est de plonger sous l'eau et de découvrir les causes cachées, conscientes ou inconscientes, pour comprendre qu'on a plusieurs pistes sur lesquelles on peut travailler. Vous allez voir à travers les histoires que je vais vous raconter que les causes sont parfois très claires, parfois plus subtiles. Et un élément important, c'est que en sexothérapie, quand un problème A n'est pas résolu, il va amener un problème B, qui va renforcer le premier problème, et ainsi de suite. Plus vite on consulte, plus c'est simple. Il y a parfois des personnes qui m'appellent en me disant « S'il vous plaît, c'est urgent ». Donc, je demande « Ok, ça fait combien de temps que vous avez ce problème ?» Mais ça fait 10 ans. Eh bien, 10 ans, c'est plus de l'ordre de l'urgence, en fait, c'est que vous vous êtes habitué à vivre avec un problème.
Et ici, ça fait référence aussi à une certaine compréhension de c'est notre épreuve. Ahna sabrin, on patiente. Sauf que je rappelle que sabr, la patience, c'est une patience active, où chacun et chacune est responsable de passer à l'action pour aller mieux. Et je me permets une parenthèse, parce que c'est moi qui ai le micro, c'est dirigez-vous vers des professionnels de la santé qui sont formés. Je vois malheureusement aujourd'hui sur les réseaux sociaux des coachs sexuels, d'autres coachs que j'appelle parfois des coachs tarbir, hebel, qui peuvent vous vendre des formations jusqu'à des milliers d'euros et qui n'ont aucun scrupule pour jouer sur votre souffrance. Et même parfois, j'ai même lu, qu'est-ce qu'un investissement de 3 000 euros quant à la possibilité de devenir mère pour régler un problème sexuel? Ceci doit être dénoncé. Toutes les histoires qui vont suivre sont tirées de faits réels. De faits réels, et bien évidemment, je suis soumise au secret professionnel. C'est-à-dire que j'ai l'autorisation de mes patients et patientes pour raconter leurs histoires. Certaines ont été mélangées pour brouiller les pistes, mais vous allez voir qu'on va tirer de belles leçons. Et ici, c'est Lamia, qui a 30 ans, qui est une célibatante. Je me suffis à moi-même, je n'ai besoin de personne. Et elle me dit d'emblée, de toute façon, aujourd'hui, les hommes, c'est tous des cassos. Et puis elle rajoute, tous des clochards. Je dis, oh, quand même. Avec tout le respect que j'ai pour les hommes ici dans la salle, je ne suis pas d'accord. Et puis je suis mariée aussi. Lamia, elle porte une histoire. Lamia, derrière ce célibat mis en avant et très défendu, est en fait une femme qui, depuis petite, a été témoin de violences conjugales. Parce qu'on sait bien, les hommes, mseken, ils sont comme ça, hein, ils ont trop de testostérone, ils ne savent pas se contenir. Et puis la femme, voilà, elle doit subir, miskina. Son père, qui est censé être une figure de sécurité, d'honneur, d'amour, a été pour elle un contre-exemple. À ce sujet, 3/4 des répondants à notre questionnaire m'ont dit que leur couple parental était un contre-exemple. Donc là, vous êtes 400. 3/4 de la salle ne prendraient pas ses parents pour un exemple à suivre. C'est bien. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Ici, on rappelle qu'on n'est pas là pour parler mal des parents, pour dire qu'ils ont mal fait, pour les accuser. On est ici pour décrire des faits et comprendre que c'est à nous d'agir. Et qu'on ne peut pas, au nom de la sacralisation parentale, continuer à souffrir et continuer ces schémas dysfonctionnels. Et donc, quand Lamia a parfois la chance de rencontrer un homme, elle détecte, elle anticipe même les moindres signes qui pourraient amener à de la violence. On connaît tous cette fameuse Madeleine de Proust, où rien qu'à l'odeur, le fait de la visualiser devant nous, on ressent ce goût sucré dans notre palais. Eh bien, Lamia, elle est tellement dans l'hypervigilance que dans un simple regard masculin, elle capte la violence à venir. Et c'est ainsi que très vite, elle ne fait plus de rencontres. Parce que, déjà, elle est sûre que tous les hommes pourraient être violents, si son propre père l'a été. Et ensuite, ses parents lui ont expliqué. T'as vu ta cousine, Mskina, elle a divorcé. Qui voudra d'elle maintenant? Elle veut pas être une Mskina. Ses parents lui ont rappelé que quand on se marie, c'est un aller simple. On ne fait pas d'aller-retour. On se marie jusqu'à la tombe. Et donc, énormément de pression sur cette femme. Quand elle fait une rencontre, elle doit être sûre que ça va être un homme, ça va être l'homme. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et plutôt que de s'aventurer dans une relation, elle préfère déjà y mettre fin avant même qu'elle commence. Et quand je creuse un peu avec elle, je lui demande « Et si jamais tu rencontrais le bon? Est-ce que tu es confiante
une fois mariée? Est-ce que tu es confiante sur ce qui t'attend? Et elle me dit, j'ai terriblement peur de la nuit de noces. Le fameux haram, 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 halal. La nuit de noces, c'est là, il faut faire ses preuves. Et je lui demande ce qu'elle connaît. Et les traumas peuvent être transmis par les parents, les grands-parents, l'environnement dans lequel on grandit. Et chez elle, en l'occurrence, c'était ses cousines et ses tantes qui lui ont partagé leurs tristes expériences. Une, elle lui a dit « Pendant 2 semaines, j'ai marché comme un pingouin ». L'autre lui a dit « Mesquine, mon mari, il a quand même patienté 6 mois avant qu'on y arrive. » Mais qui patiente même plus. Il faut du temps. Comment, sous prétexte qu'on soit marié le matin à la mairie, comment le soir même, on pourrait se trouver dénudé et accepter qu'un homme nous touche, alors que quelques heures plus tôt, il nous était encore interdit. Et de là, commençait tout le travail d'éducation sexuelle. Venons à Qaïs. Qaïs, 27 ans, il est très rapide. Comprendra qui voudra. Ou en d'autres termes, il me consulte parce qu'il souffre d'éjaculation précoce. On parle souvent des problèmes sexuels féminins, les hommes aussi sont concernés. Et comme je vous disais précédemment, le problème A qui peut entraîner un problème B, ils vont ensemble. Aujourd'hui, Qaïs est marié, sa femme attend leur premier enfant, et je lui demande comment s'est passée sa première fois. Timide, il me confie que sa première fois a eu lieu avec une fille de joie, une prostituée. Parce qu'il avait tellement de désir, tellement d'excitation, qu'il ne pouvait pas jouer avec Benet Ness. Et donc, il s'est dirigé vers des femmes disponibles pour ça. Et avec ces femmes-là, il venait avec un but bien précis. Il n'était pas question de relation, d'affectif ou autre. Et il s'est habitué à fonctionner ainsi. Et je lui demande spontanément, tiens, est-ce qu'avant de te marier, tu as fait un bilan IST? Ben non. Parce que maintenant, on va être dans le halal, c'est pas... Et là, c'est hop, ma casquette sage-femme qui revient, professionnelle de la santé. Il me dit, mais tu sais, je me suis repentie. Je lui dis, c'est bien, Allah yataqabbal. Ça, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ta relation avec ton épouse, tu dois lui garantir de ne pas être un vecteur de danger pour elle. Et donc, c'est de ta responsabilité que de faire ce bilan IST. Il me rappelle, je lui dis, et tiens, comment est-ce que tes parents t'ont appris justement à rester chaste? Parce qu'on a eu une discussion sur la chasteté et la virginité. D'ailleurs, virginité, c'est plutôt un mot destiné aux femmes. J'ai eu une fois un jeune adolescent lors d'une rencontre Everast qui me dit « Maman, on fait quoi ?» Non, le lapsus. Qui me dit « Madame, bon, mon fils a 9 ans, il ne m'a pas encore parlé de ce sujet. Mais quand même, je viendrai à ça là-dessus après. » Donc ce jeune qui me dit « Madame, comment on fait pour rester vierge jusqu'au mariage ?» Comment ce mot destiné aux femmes est aussi parfois utilisé par des jeunes garçons méconnaissants du vocabulaire adapté à eux. Et donc on parlait de cette chasteté, virginité, et je lui demande comment ses parents lui ont parlé de se préserver jusqu'au mariage. Il me dit en fait c'est grave. Ma mère elle me disait juste sors couvert. Ceci, c'est une réalité dans beaucoup de familles. Beaucoup de familles savent que la fille, quand elle finit à 17h, à 17h30, elle doit être à la maison. Mais le garçon, sire, comme disait la chanson. Juste, ne ramène pas d'enfants. C'est un peu trop de problèmes. Et cette éducation différente pour les hommes et les femmes laisse des traces. Aujourd'hui, marié, Qaïs se retrouve avec son épouse à ne pas être en capacité de parler d'intimité, car on lui a pas appris. Il ne sait pas comment exprimer son amour. Il ne sait pas comment dire ce qu'il aime moins. Il a tellement sacralisé son épouse que pour elle, l'intimité est source de culpabilité. C'est une femme qui a accepté de consulter. Bien évidemment, je ne lui ai pas dit le passé de son mari. Ceci les regarde.
Et ça aussi, c'est une peur pour les personnes qui consultent de est-ce que je vais devoir tout raconter à mon époux ou mon épouse? Non. Ce qui a été caché, on le laisse cacher. Mais on prend nos responsabilités. Son angoisse de performance, donc le fait qu'à chaque moment intime, il se met la pression et il se dit voilà, là c'est le moment où je dois faire mes preuves et je dois gérer, a donné lieu du coup à cette éjaculation précoce. Et on a fait tout un travail avec Raïs pour qu'il apprenne à sortir de la génitalité et apprendre à découvrir son corps, apprendre à être intime avec son épouse avant d'être dans un moment génital. Et que l'intimité, c'était ces jeux de regard, ces petites caresses, ces petits, quand ils la croisent dans leur appartement, juste prendre le temps de poser ses mains délicatement sur ses épaules, de pouvoir la masser, de pouvoir juste être allongé avec elle sans cette pression de prouver qu'il est capable. Passons à Fatima et Mohamed. Fatima et Mohamed, ce n'est pas des prénoms choisis au hasard. Il faut savoir que donc, je suis française, ça se voit, je suis française, ça s'entend, mais je suis installée à Bruxelles. Et à Bruxelles, la communauté marocaine, machallah, elle est très importante. Est-ce qu'il y a des Bruxellois aujourd'hui dans la salle? Marhaba. Et donc, dans la plupart des familles marocaines, il y a au moins une Fatima et au moins un Mohamed. Donc, je voulais leur rendre hommage aujourd'hui. Ils me consultent parce que leur premier fils s'est marié, a quitté le cocon familial, et quelques temps après, ils ont commencé à avoir des problèmes sexuels. Donc Mohamed a un problème d'érection, autrement dit des pannes sexuelles, et tout de suite, il met ça en lien avec le diabète qui s'est déclaré il y a quelques années. Je leur demande dans un premier temps de faire un bilan chez son médecin généraliste, puis chez un neurologue, pour exclure toute cause organique. Et puis, la sexothérapie a commencé. Je leur demande, avant les problèmes d'érection, est-ce qu'il y avait d'autres soucis intimes? Ils me font part de douleurs. Fatima avait à chaque fois mal lors des rapports. D'ailleurs, elle avait consulté une gynécologue qui l'a reçue et qui lui a juste dit « Oui, mais chez vous, vous êtes toutes comme ça ». Il s'agit d'une violence gynécologique. Fatima, qui croit fermement à la médecine et qui a ce syndrome de la blouse blanche, et donc qui prend en considération ce que la gynécologue lui dit, intériorise cette idée que c'est normal d'avoir mal chez nous. Et elle met une croix sur un épanouissement intime possible. Ici, bien évidemment, j'en appelle à tous les professionnels de la santé de se former aux prises en charge en sexologie et d'abord de se réformer en matière de propos racistes, jugeants, humiliants, qui sont bien trop nombreux. Avant ces douleurs intimes, donc à ce moment-là, j'explique bien évidemment à Fatima que c'est normal qu'elle ait déjà mal lors des rapports intimes. Si d'emblée, elle se dit qu'elle va avoir mal, il y a une crispation qui se crée, physique, et du coup, la douleur est au rendez-vous. C'est le cercle vicieux dont je vous parlais précédemment. Et avant ces douleurs, au tout début du mariage, j'aime beaucoup remonter à la naissance du couple. Ils me disent que ça a été très difficile au départ. Ils ont rencontré un problème de vaginisme. Et je demande comment s'est passé l'accueil par la belle famille. On pourrait se dire quel est le rapport, mais il faut savoir que la sexualité est un terrain de règlement de comptes familiaux, inconsciemment bien évidemment. Fatima, elle n'était pas la bienvenue dans la famille, parce que Mohamed, il vient d'une famille RIF, et Fatima, elle vient de Tanger. Et c'est un peu tendu parfois. La mère de Mohamed, elle rêvait d'une énième belle-fille RIF, bien docile, qu'elle pourrait accompagner avec toute sa bienveillance. Et elle se retrouve avec Fatima, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui s'affirme, qui dit ce qu'elle dit, et ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et d'emblée, ça a été des pics entre la belle-mère et la belle-fille. Comment pouvoir se détendre et se relâcher dans l'intimité en sachant qu'on n'est pas la bienvenue? Surtout que Mohamed n'a pas osé prendre position, n'a pas osé défendre son épouse ou gentiment dire à sa mère « ça suffit ». Parce que dans beaucoup de familles, il y a Allah et juste là, il y a la maman. Il y a des familles où même la maman, elle passe avant.
qu'Allah nous préserve. Je vous ai dit, l'humour, ça aide. Je demande à Fatima comment s'est passée son éducation sexuelle. Elle me dit, c'est très simple, on n'en a pas parlé. Comme peut-être certains et certaines dans la salle. Il faut savoir que le fait de ne pas parler de sexualité, c'est une façon d'en parler. Ça veut dire que chez nous, ça n'existe pas. On fait comme on peut, et tu verras après le mariage. Alors c'est comme si t'as jamais cuisiné de ta vie, jamais, hein, jamais. Et un jour, on te met dans une cuisine et on te dit, voilà, tu me fais un menu entrée, plat, dessert. Tu sais même pas c'est quoi un frigo, un four, les ingrédients, les assaisonnements, tu sais pas couper un oignon, tu sais rien. Mais vas-y, Allah yakamil bil khayr. On est jeté dans la fosse au loup. Et Fatima me fait part à ce moment-là d'une première expérience qu'elle pensait avoir oubliée. Et c'était en fait des agressions sexuelles commises par un de ses oncles. Mais elle me dit, non mais il n'est pas rentré, hein. Préserver la virginité à tout prix. Il la caressait, il se frottait à elle, il lui demandait de lui toucher ses parties intimes. Et l'âme, l'oncle paternel, c'est comme le père. On doit le respecter. Un jour, elle a essayé d'en parler à sa mère. Sa mère lui a dit, je veux rien savoir. Il t'a rien fait ? Il t'a rien fait. Sauf que son corps n'a pas oublié. Et c'est là que quand elle s'est retrouvée nue avec Mohamed, son corps, lui, s'est rappelé que les contacts avec les hommes ont commencé dans l'agression, dans l'interdit, dans la honte et dans la souffrance. Comment s'autoriser à ce moment-là à se détendre, à prendre du plaisir ? Il y a un travail à faire. Dernier point pour ce couple-ci, c'est que durant toutes ces années, donc je leur demandais, tiens, machallah, à 25 ans de mariage, comment vous avez fait pour entretenir la flamme ? Et c'est vrai, après l'arrivée des enfants, ils ont été pris dans la tourmente, dans la tornade, dans les flots de la parentalité. Beaucoup plus un couple parental qu'un couple amoureux. Pas de week-end entre eux, pas de moments tête-à-tête de qualité, pas de discussion, pas de « on va boire un café », juste toi et moi. Soit les enfants sont de la partie, soit une des belles familles. Et ici, de comprendre que, ok, vous savez quoi, on va mettre la sexualité de côté et on va venir recréer l'expression de l'amour entre vous. On va même mettre de côté la génitalité. Vous allez essayer, vous allez apprendre à prendre du plaisir sans avoir de rapport avec pénétration. Et là, c'était la découverte pour eux, parce que, autant pour Fatima que pour Mohamed, c'était sexualité égale à rapport avec pénétration. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté qu'on rencontre ici en Occident, c'est que la sexualité, elle est phallocentrée, elle est centrée sur les parties génitales. Et apprendre justement à être dans la sensualité, dans la séduction, dans la découverte de soi et de l'autre, ça s'apprend. Ça a été très amusant d'ailleurs, et j'étais fière de la prise en charge quand, à une des séances suivantes, ils m'ont dit le massage, c'était ratar, hein. Et c'est tout mignon de voir qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour apprendre. J'ai rien vu, rien entendu. Ikram, 36 ans, célibataire. Elle souffre du célibat. C'est pas la célibatante Lamia de tout à l'heure. Elle me consulte pour des troubles menstruels. Donc à chaque fois qu'elle va avoir ses règles, et pendant ses règles, elle a des contractions de l'utérus qui sont horribles. Et je lui demande comment est-ce qu'elle vit sa féminité. Elle me dit, c'est quoi le rapport en fait ? Déjà même dans son attitude un peu agressive. Je lui dis, oh, t'es en colère contre moi ? Elle me dit, non, alhamdoulilah, ça va. Je lui dis, t'es en colère contre qui ? Elle me dit, alhamdoulilah, ça va. Et là, je comprends très vite que exprimer ce qu'elle ressent est difficile pour elle. Et je lui fais part du fait que de plus en plus de troubles gynécologiques sont en fait le reflet de colère, d'injustice, de tristesse non exprimée et refoulée. Et je lui demande qu'est-ce qui fait qu'elle est fière et heureuse d'être une femme.
Elle me dit, ah, franchement, si j'avais pu être un homme, ça aurait été mieux, hein, ça aurait été plus simple. Combien de femmes ne sont pas fières et heureuses d'être femmes parce que l'utérus qui est en elles leur fait vivre des souffrances. Et elle me fait part du traitement de faveur dont bénéficient ses frères. Ils peuvent rentrer quand ils veulent. Il y en a un qui a ramené la police à la maison. Et il est toujours servi comme le roi. Elle, qui a un comportement impeccable, on ne la regarde à peine. On ne la considère pas. Et on lui rappelle sans cesse, hey, c'est quand que tu te maries ? Tu sais, il y a Mustapha, là, le cousin de la voisine, là, il vient d'arriver du bled et ça pourrait le faire. Hein. Elle me dit, on me présente que des gens sans papier, pas d'études, divorcés, 4 enfants. Oh, je mérite ça, moi ? J'ai rien contre les Mustapha, mais vous avez compris. Elle me fait part aussi de sa difficulté à faire des rencontres. Et c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est un vrai problème parce que on a peu d'événements comme celui-ci, où on se rencontre en mixité, où les règles de pudeur sont respectées, où on peut juste se rencontrer, échanger, aller à la découverte de l'autre, sans se dire « je viens pour me marier ». Il n'y a plus de rencontres spontanées. Les gens ne veulent plus faire des rencontres, parce que « ouais, mais moi je ne veux pas être responsable ». Je rappelle que les souffrances que les célibataires subissent sont une responsabilité collective. Et quand on dit qu'on vit en communauté, on a chacun et chacune notre part de responsabilité à prendre. Je vous envoie ça. Bon, j'avance un peu parce que sinon je ne vais pas vous parler de Edem. Edem, il a 15 ans et il est victime du système de non-assistance à jeunesse en danger. Comme je le dis dans mon livre, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Chut, Hachoma. Et lui, il n'est pas venu de lui-même, il me dit franchement, limite, vas-y, juste dites que je suis venu et c'est tout, madame. Et finalement, ça a été un plaisir pour lui de revenir par la suite, parce que j'ai pris le temps de l'écouter, de l'accompagner, de comprendre sa réalité. Et en fait, il a été envoyé parce qu'un surveillant du collège l'a surpris en train de regarder des vidéos pornographiques. Il faut savoir qu'en France et Belgique, l'âge moyen de la première exposition à du contenu pornographique, c'est 9 ans. Ouais. Parce qu'on n'est plus à notre époque à nous, où on devait aller dans un vidéoclub. Enfin, j'ai jamais été, hein. Où les gens allaient dans un vidéoclub pour prendre une cassette VHS, la mettre dans un magnétoscope. C'est plus ça. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu vas juste sur Instagram, sur Snap ou je sais pas, je connais pas, je suis dépassée moi partout, ça par TikTok. Et tu te retrouves face à du contenu pornographique, même parfois pédocriminel, auquel les jeunes sont confrontés. Je lui demande alors, est-ce que ses parents lui ont parlé de c'est quoi la pornographie, comment l'éviter, et si jamais ça arrive, comment gérer. Il me dit, mais jamais de la vie. Moi, je vais parler avec mes parents de porno. Ça va pas ? Et ce que je constate, c'est que quand j'accompagne les parents et les jeunes, les parents me disent, j'attendais que mon enfant m'en parle, et les enfants disent, j'attendais que mes parents m'en parlent. Tout le monde attend, sauf que le temps passe et les dégâts ont lieu. Et quand je parle avec le père de Adam, il me dit, mais Zina, tu sais, nous, nos parents, ils nous ont pas parlé de sexualité. Hein. Et alhamdoulilah, ça va. Vous pensez que alhamdoulilah, ça va ? On peut dire, alhamdoulilah, ça ne va pas. Ça va dans la même phrase, ça. Pour clôturer, et on comprend à quel point rien n'est figé, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de prendre conscience. Et pour ce faire, je nous invite toutes et tous à parler avec nos parents, nos grands-parents s'ils sont encore en vie, nos oncles, nos tantes, à parler avec les gens et pas que chacun soit sur son téléphone, à vivre vraiment ensemble en famille, à partager nos histoires, comprendre, tiens, une telle elle a vécu ça, un tel a vécu ça. Dans ma famille, par exemple, j'avais cette image que le divorce était quelque chose de très mal vu, et puis je découvre que mes 2 grand-mères, elles ont divorcé. La trahison. C'est pas que je veux divorcer, alhamdoulilah, que Dieu préserve nos couples, mais c'est de comprendre finalement comment parfois, par les attitudes de nos parents, on peut comprendre certains schémas, mais qu'eux ont vécu autrement. Aussi, je vous invite à lister vos croyances en matière d'amour et d'intimité, de sexualité. Vraiment, prenez une feuille blanche et allez-y. Vous allez voir, les mots vont finir par venir. Et demandez-vous d'où viennent ces croyances, qui vous les ont transmises et est-ce qu'elles vous sont utiles. Je reprends le cas de Lamia qui dit « tous les hommes sont des cassos ». Eh bien, pour elle, je vais lui demander de trouver un rôle modèle. Et quoi de plus beau ? Qui de plus beau que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ? Dans sa bienveillance, sa présence, son amour aussi
pour ses épouses. Se reconnecter à son corps, comme on a pu le faire dans l'exercice précédemment, juste prendre le temps de respirer. Qu'est-ce que je ressens? Tiens, quand je parle d'amour, quand je parle d'intimité, est-ce que mon estomac est en train de faire 3 tours sur lui-même? Est-ce que je sens que la tension est en train de monter? Ou est-ce que, non, ça me met le sourire aux lèvres? Et j'apprécie ces sujets et j'ai hâte de les savourer et de les vivre et de les partager. Ou pas. En tout cas, on a une marge de manœuvre et je nous souhaite à toutes et tous d'être intimement épanouis pour être mieux, tout simplement. Barakallahu fik.